Bonjour, je voulais faire cette petite vidéo angélique pour vous tenir informé de mes produits numériques. Comme suggéré dans ma vidéo précédente, j'ai pu travailler ce soir sur une première mouture de documents numériques que je vous propose sous la forme d'images commentées, commentaires et observations de mes recherches. Voilà, donc ceci fait suite juste après. Bon visionnage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie de recueillir vos premières impressions. Excusez-moi déjà de la teneur un peu longue, 15 minutes, je préviens déjà qu'il y a un peu de temps que vous devez prévoir pour visionner la suite de cette vidéo. Donc pas dans un Reels ou dans une story, mais bien dans du contenu intellectuel et contenu sous forme numérique et au format MP4 et que je vous offre bien volontiers. Bonjour, comme promis, voici un échantillon et en même temps un essai très spontané de ce que pourraient être mes produits numériques associant image et ma douce voix qui la commente. Donc comme cette image est un montage entre guillemets de plusieurs ressources photographiques et reproductions de sources iconographiques, et je vous parle maintenant du mobilier à la fois en pierre, en textile, en bois et végétal, des lieux où l'on fabriquait les manuscrits, comme on voit à l'image la localisation d'une bibliothèque médiévale dans une forteresse de type château fort, et où on écrivait et où on enluminait, certainement à différents étages de cette tour où se situe la bibliothèque d'un bibliophile, car sachez que le seigneur était lettré lorsqu'il ne guerroyait pas sur ses territoires, et il avait aussi une politique allant dans ce sens. Et pour ce faire, les gens pour lesquels il avait moult intérêt à ce que le travail dans ces lieux soit bien fait, pouvait être d'un ordre d'entretien par ces mobiliers que je vais vous présenter. Donc si l'on regarde l'image ici de ce lettré sous les traits bien sûr d'un saint, on est dans une période où la religion est quand même de mise, et bien ces travaux d'écriture se font bien devant une fenêtre où il y a des coups-sièges. Alors la matérialité de la peinture n'exprime pas forcément la qualité du mobilier en pierre. En revanche, les vestiges archéologiques des bâtiments comme ceux de châteaux actuellement en ruine permettent de visualiser ici ce que l'on appelle des coups-sièges plus ou moins profonds, et que l'on voit mieux ici, et qui sont devant des fenêtres, alors ici avec un arc en ogive, et ici avec des fenêtres de forme rectangulaire. Je ne m'étendrai pas plus sur la typologie des ouvertures médiévales, il y aurait de quoi faire. Donc ce n'est pas ici le sujet principal, mais bien le sujet du coup-siège,
comme le nom l'indique dans ce mot, il y a le mot siège qui permet de profiter de la lumière de la fenêtre venant de l'extérieur pour des activités aussi lettrées, dont je vous reparlerai plus tard. Le coussiège fait partie de l'élément, et fait partie de la pièce du lettré qui écrit et dans les châteaux. Et c'est un élément à la fois de confort, mais aussi un élément architectural à part entière, où le lettré pouvait s'adonner à des activités en relation avec son activité intellectuelle. Donc là, on le voit en train d'écrire, mais on peut supposer un autre type d'activité liée aussi au livre manuscrit et ou au bout de papier ou au bout de parchemin sur lequel il écrit et qui peut être un rouleau, un rotulus, qui peut être lu par exemple. Voilà. Et pour ne citer que ce type d'exemple. Alors pour revenir à l'image de ce lettré, puisque en fait c'est quand même l'image qui me sert de source à commenter, et donc qui est situé sans doute non loin de cette bibliothèque, peut-être à l'étage supérieur. Et bien dans ces petites pièces exiguës, ou tout du moins très peu vastes, il n'en suffit d'ailleurs pas de plus d'espace pour écrire avec un petit matériel à disposition et du mobilier bien étudié pour travailler. Donc nous avons du mobilier en bois, hein, le premier mobilier en bois important est quand même un siège plus ou moins haut dont le dossier permet de tenir la colonne vertébrale contre cette paroi et de respirer et de prendre son souffle. Lorsque l'on voit ici la courbure de ce saint évangéliste qui est qui est en train d'écrire et qui est courbé et contre toute attente, cette courbure est quand même bien source de fatigue, et les textes d'ailleurs se font l'écho de ces fatigues du corps qui écrit, la main qui écrit avec 3 doigts et dont cette fatigue occure des courbatures, n'ayons pas peur des mots. Pensez-vous que pendant plusieurs mois, tous les jours, il faut écrire, et alors bien que le pupitre soit incliné, ce qui évite d'être trop penché sur sa table de travail, ça occasionne tout de même moins de fatigue. Il n'en reste pas moins que cela demande de l'endurance. Voilà, donc ça c'est pour le mobilier en bois. On a quand même une sorte de bureau avec un bureau coffre, on pourrait dire ainsi, où il y a des livres qui servent d'autorité, de référence autoritaire pour écrire à nouveau des choses que le lettré bibliophile pourrait avoir le loisir de lire et avoir le besoin pour d'autres gouvernes qu'une simple lecture actuelle que nous connaissons, par exemple de romans qui nous distrait. Le bibliophile n'est pas distrait par des sources écrites de type délectation, science-fiction ou autre. Ou voilà. Et donc tout de même nous parlons de pouvoir en place, et ce n'est pas un pouvoir oppressant. La preuve en est que cet artiste calligraphe a tout le confort nécessaire à l'expression de sa pensée intellectuelle, et dont je me plais à faire l'écho. Voilà, voilà. Notons aussi l'inspiration d'un petit animal. Et en sa présence, qui tient un phylactère écrit, voilà, lui-même étant un être pensant, n'en déplaise à Monsieur Freud. Et pour aller un peu plus
plus loin, le mobilier textile de ce lettré est ici un dais, donc un dais qui est signe d'une autorité intellectuelle, car n'oublions pas que le Moyen Âge est un monde de l'écrit manuscrit et des images peintes à la main avec des couleurs naturelles. Vous voyez ici dans l'extrait de l'image un décor marginal, généralement orné de plantes. Et ces plantes, tout bonnement, comme on en voit un petit pot d'herbe, eh bien, sont utiles pour faire des encres naturelles et des couleurs naturelles appliquées sur un support pour créer une peinture, une illustration du texte que là on écrit avec une encre, semble-t-il, foncée et alors nous appellerions non colorée à notre époque, mais à l'époque la graphonomie des couleurs sombres de l'encre ont une valeur esthétique que nous percevons encore en étudiant, en regardant les textes, et eux aussi en calligraphiant nous-mêmes avec des encres dont les nuances se diversifient au fur et à mesure que l'on écrit, que l'encre s'amenuise sur l'outil scripteur, et la consistance aussi des encres à l'eau ou des encres à la gomme ou des encres faites même avec des substances émulsions, huile, gomme, etc., sont aussi perceptibles. C'est aussi dans ce sens-là que les aspects matériels de la matérialité du texte donc sont importants. Et c'est aussi en cela que je vais travailler en tant que spécialiste de la matérialité du texte. Écrit en couleur, de lettres incipitaires, par exemple, qui feront l'objet d'autres petites vidéos commentaires d'images comme celle-ci. Je m'intéresserai aussi à l'écriture de petits commentaires en direct. Cela animera et sera moins monotone. Mon attention s'est aussi portée à la lecture d'un article de ma chère professeure, ou tout de moins ingénieuse chercheuse, pour ce qui concerne la culture matérielle que nous procure l'iconographie, car de son œil très expert, j'ai pu aussi me former à la fouille visuelle des images. Et dans son article donc très intéressant, dans une publication sur les forteresses habitées au Moyen-Âge, cette chercheuse qui me passionne encore parle de mobilier médiéval dont des arbres coupés fraîchement ou des jeunes arbres coupés pouvaient décorer une pièce, notamment pour des valeurs odorifantes à diffuser en été, et aussi la fraîcheur d'une jonchée pour une pièce où l'on déguste, où l'on prend un repas et où l'on mange et où l'on donc se lave les mains avant de manger. C'est la scène que l'on voit. Apparemment, il y a des veneurs, donc peut-être avec un corps qui sert justement dans le cadre de chasse. Et on voit les chiens d'ailleurs présents. Et donc la dégustation ici qu'on voit déjà prête avec des boules de pain sur un tranchoir ou sur un présentoir de table. Il y a beaucoup de convives, le chasseur et ses veneurs. Eh bien, peut-être sont des activités à post-chasse, ou, pour l'appeler autrement, je n'ai pas bien réfléchi au terme à employer de manière spontanée ici, mais vous voyez, l'ambiance est tout de même assez noble. Et j'adore cette préciosité des gestes. Ceci semble être très apprécié aussi du monde animalier de l'époque et que l'on retrouve actuellement encore dans la posture de nos animaux de compagnie, si tant est que l'on puisse
car ce sont des êtres doués de pensée et de sensibilité que l'homme médiéval a traduit aussi dans ses propres gestuels. Voilà. Donc, là, pour finir avec ces deux pièces, on peut aussi imaginer que des pièces où il y a des activités lettrées sont relatives à du mobilier végétal encore inexploité ou mal interprété. On ne saurait-ce que penser aux précepteurs qui enseignent l'écriture, de la calligraphie notamment, ou de mots calligraphié, pardon, tient dans sa main, en guise de baguette, un bout de feuillage ou un rameau de feuilles avec lequel il peut délicatement ou indélicatement faire savoir à son élève qu'il commet une faute, soit d'écriture, soit de lecture, selon l'usage que l'on fait des mots écrits sur parchemin, écrits en train d'être écrit ou en train d'être lu. Voyez la polysémie d'un objet figuré à l'image, c'est-à-dire là une scène d'écriture, mais si j'ajoute ici une scène de lecture et que j'ajoute du mobilier végétal, tout cela prend un autre sens cognitif et visuellement prouvé lorsque vous regardez mes documents numériques. Je m'en arrête là pour aujourd'hui.